Bonjour et bienvenue dans Géopolitis sur tous vos écrans. À New York, une manifestation contre Jeff Bezos, consacré profiteur de la pandémie. Les GAFAM, dont fait partie Amazon, ont dépassé les 7 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Des entreprises qui se heurtent aux règles anti-monopole, très strictes aux États-Unis depuis plus d'un siècle, c'est notre rubrique ce jour-là. Et pour évoquer le monde qui nous attend, rien de tel qu'un auteur star de science-fiction, Alain Damasio, sera notre invité. Comment nos existences ont changé sur les 25 dernières années, on pourrait dire 95, c'est l'apparition des réseaux, du téléphone portable et tout. Elles ont beaucoup plus changé par l'influence des GAFAM sur nos vies que par les votes successifs qu'on a pu faire sur nos gouvernements. Zoom, Skype, Teams, des sigles aussi familiers que Facebook ou Twitter depuis la pandémie qui a donné une puissance inégalée aux fameux GAFAM. Avec le pouvoir ultime, la censure. Énorme paradoxe au royaume des apôtres du libéralisme. Quand Twitter ou Facebook coupent le fil à Donald Trump, beaucoup s'en réjouissent. Mais d'autres y voient une entrave à la liberté d'expression malgré les appels à la violence. Ce qui n'empêche pas la mouvance complotiste et d'extrême droite de proliférer ailleurs. Mais cela pose une question de fond sur leur rôle. Ne sont-ils que des hébergeurs de contenu ou des éditeurs ? Le chemin sera long pour un contrôle démocratique qui dépasse la simple autorégulation revendiquée par les acteurs du numérique. Il suffit de voir toute la difficulté de mettre à contribution leur immense puissance financière par une imposition décidée au sein de l'OCDE. Mais n'est-il pas trop tard ? Ce Far West de l'Internet que fustige le commissaire européen Thierry Breton n'a-t-il pas déjà basculé du côté obscur de la force et de l'univers de la science-fiction, comme nous le verrons avec notre invité ? En attendant, revenons sur des événements qui ont marqué ces dernières semaines avec Mélanie Ohaillon. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne céderons jamais. Je pense que nous allons marcher jusqu'au Capitole. C'est le discours qui a abouti à l'invasion du Capitole, le jour de la confirmation par le Congrès de l'élection de Joe Biden. Le discours de trop pour les géants du numérique. Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat et d'autres décident de suspendre tous les comptes de Donald Trump pour incitation à la violence. Twitter a confirmé depuis l'exclusion définitive de l'ancien président, désormais privé de son outil de communication favori et ses 88 millions d'abonnés. Cela faisait déjà plusieurs mois que le réseau Twitter avait bridé à sa manière le compte de Donald Trump. Des messages d'avertissement accompagnaient régulièrement ses tweets. Certains étaient carrément supprimés parce qu'ils enfreignaient les règles du réseau, comme l'apologie de la violence. Il y a plus d'un an, le public nous a demandé d'offrir davantage de contexte pour aider à rendre plus apparentes les informations potentiellement trompeuses. C'est exactement ce que nous avons fait en apposant des annotations sur plus de 300 000 tweets du 27 octobre au 11 novembre, ce qui représente environ 2,2% de tous les tweets liés aux élections américaines. Conformément à une loi américaine qui les protège, les réseaux sociaux ont revendiqué pendant des années un statut de simple hébergeur de contenu et non d'éditeur, qui les obligerait à assumer comme un média traditionnel une plus grande responsabilité dans la modération des débats et la lutte contre la désinformation. Le patron de Facebook n'a d'ailleurs pas cessé de le marteler devant le Congrès américain. Nous ne voulons pas devenir les arbitres de la vérité. Je pense que ce serait une mauvaise position pour nous. Ce n'est pas ce que nous devrions faire. Et pourtant, depuis le début de la pandémie et durant la campagne présidentielle, Facebook et Twitter ont engagé une véritable chasse aux fausses nouvelles et aux contenus illégaux. Rien que pour Facebook, il serait pas moins de 35 000 à expurger la plateforme tous azimuts. On les appelle les cleaners, popularisés notamment grâce à ce documentaire diffusé en 2018.
Delete. Supprimer. Ignore. Ignorer. Delete. Supprimer. 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 Ignore. Ignorer. Ignorer. Supprimer. Ignorer. Aux côtés des algorithmes, ils traquent les contenus violents, haineux, pornographiques, les arnaques en tout genre. Et puis, désormais en ligne de mire, la désinformation autour du Covid-19 et ses vaccins. Trop tard pour certains, censure, éhonté pour les autres. À gauche comme à droite, nombreux élus américains s'effraient toujours plus de la toute-puissance de ces géants numériques. Et au Congrès, ils sonnent la charge. Avant la pandémie de Covid-19, ces corporations se distinguaient déjà en tant que titans de notre économie. Après le Covid-19, ils vont certainement émerger encore plus forts et plus puissants qu'avant. Alain Damasio, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve ici au Festival international et Forum du film des droits humains à Genève. Vous êtes venu débattre, parler entre autres évidemment du rôle et de la puissance grandissante des GAFAM, de plus en plus avec le Covid. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un auteur de science-fiction culte, auteur de 3 romans, dont le dernier, Les Furtifs, où vous imaginez, c'est la France, en 2040, des villes qui sont rachetées par des compagnies de big tech. Par exemple, Orange a été racheté par Orange, qui fait régner évidemment une surveillance très, très, très insidieuse. Mais évidemment, il y a aussi tout ce regard politique que vous portez, et puis la critique que vous apportez aussi à ce libéralisme technoïde. Alors ma première question sera, est-ce que les GAFAM, finalement, aujourd'hui, ont pris le pouvoir ? Oui, pour moi, ils ont pris le pouvoir, et ils ont même un pouvoir plus important que pour moi, les gouvernements, quoi. C'est-à-dire que si tu regardes vraiment, si tu as une vision un peu anthropologique, tu te dis comment nos existences ont changé sur les 25 dernières années. On va dire 95, c'est l'apparition des réseaux, du téléphone portable et tout. Elles ont beaucoup plus changé par l'influence des GAFAM sur nos vies que par les votes successifs qu'on a pu faire sur nos gouvernements. C'est-à-dire que tu as l'impression que finalement le pouvoir politique est un peu mis de côté, ou en tout cas ne modifie plus réellement la société. Par contre, eux, enfin quand on dit eux, c'est nous qui empoignons les technologies qu'ils nous donnent. On ne nous met pas un flingue sur la tempe pour les utiliser, mais eux ont modifié nos façons de travailler, nos façons de mémoriser, nos façons de séduire, de draguer, de valoriser nos actes, nos actions, etc., de se présenter. Enfin, tout a été complètement révolutionné par ces applications et ces technologies. Donc ouais, c'est quand même énorme. Oui, et justement, alors, un des symboles évidemment du pouvoir, c'est la censure. Et maintenant, on voit à quel point ils sont capables de censurer jusqu'à l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, censuré par Twitter et Facebook. C'est énorme quand même. C'est énorme, et puis en même temps, ils se sont tellement servis jusqu'à la fin. Ils ont attendu vraiment le dernier moment pour le faire, ce qui était quand même assez. Mais effectivement, ils ont la capacité. Comme c'est eux le tuyau, quoi. C'est eux les interfaces, c'est eux qui intermédient les rapports qu'on a avec les présidents comme avec nos proches. À partir du moment où Facebook, toutes ces plateformes, Twitter, Instagram, etc., décident de bloquer un compte, t'es comme empêché de t'exprimer. Tu peux vraiment. Donc il y a un vrai pouvoir qui est mis en place et qui devient plus important que celui des médias eux-mêmes. Mais ce pouvoir de censure, il faut leur laisser, ou est-ce qu'il faudrait pouvoir les empêcher d'une certaine manière ? À la rigueur, s'il y avait vraiment une déontologie précise, claire, décidée collectivement, qui préside à l'action de ces plateformes, pourquoi pas ? Tu vois, ils défendraient un certain nombre de valeurs, humanistes ou pas, etc. Mais là, c'est surtout qu'il n'y a pas de déontologie en réalité, quoi. C'est au coup par coup, selon l'impact médiatique, selon la pression sociale, mais il n'y a pas du tout de règles, en fait. Il n'y a pas de règles éthiques. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de règles éthiques, de leur demander d'assurer la censure, c'est un peu criminel, quoi. Alors c'est vrai que ces technologies, on les voyait plutôt comme libératrices, elles allaient nous aider, enfin c'est quand même le cas quand même, bien on sûr, ne pourrait pas s'en passer, bien sûr. Mais vous les voyez plutôt comme une forme de nouvelle aliénation, enfin c'est de la moi je trouve que ça apportait une promesse fantastique, quoi. C'était la promesse d'ailleurs du cyberpunk en science-fiction, c'est-à-dire de dire notre couplage avec la technologie va nous émanciper, va nous ouvrir, va nous permettre d'accéder à des expériences qu'on n'a jamais vécues. Et effectivement, ça a fonctionné, notamment sur le rapport à la culture. Je veux dire, n'importe qui maintenant a accès à toutes les musiques du monde ou à tous les films du monde quasiment à partir de son smartphone. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une émancipation, en tout cas du rapport à l'information et à la culture. Mais la promesse, pour moi, elle a été trahie, elle a été dévoyée parce que ces plateformes se sont construites sur la maximisation du profit, donc sur la maximisation du temps que vous allez passer sur votre mur Facebook, sur le réseau que vous utilisez. Et du coup, il y a eu un travail de design de la dépendance qui a été extraordinaire, qui a été massif. Ils ont mis des ingénieurs, des comportementalistes, des behavioristes, des psychologues pour essayer de maximiser ce temps que vous allez passer sur la plateforme. Et pour ça, il faut trouver les techniques
comportementales qui vont vous rendre addict, en fait, hein, qui vont faire que vous allez avoir un mal fou à vous défaire de l'utilisation de ces plateformes. Et ça a complètement dévoyé la promesse. Du coup, on est dans un monde où on est dans des boucles d'auto-aliénation assez fortes, de servitude volontaire et consentante, en fait. Hein. Tu vois, la Boétie rigolerait sur le... Mais c'est vrai qu'on consent à l'utilisation de technologies dont on sait parfaitement qu'elles maximisent la dépendance, quoi. Donc on est sur ces boucles et on a beaucoup de mal à en sortir. Et ça, c'est un dévoiement de la promesse initiale. Alors évidemment, il y a aussi tout ce côté dystopique, hein, que vous décrivez très bien, c'est la vidéosurveillance généralisée. La Chine est évidemment en avance sur tout le monde, là, pas bien avant le Covid déjà, mais ça s'est évidemment encore aggravé. Est-ce que ça, c'est vraiment, on va dire, la voie quasiment obligatoire? Enfin, on ne peut pas échapper à ça? Moi je dis des fois, c'est presque dans l'ontologie du réseau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur un réseau informatique, c'est un réseau qui produit de l'information. Chaque acte qu'on fait sur ce réseau produit une information. Tu cliques, tu produis une information. Tu scrolls, tu produis une information. Tu likes, tu produis une information. Tu envoies un message, tu produis une information. Et donc, chaque information produite produit nécessairement une trace. Cette trace, elle peut toujours être archivée, elle peut toujours être data minée, elle peut toujours être utilisée et ensuite corrélée avec d'autres traces pour créer des profils de comportement. Donc, c'est consubstantiel au réseau. Donc, le réseau est consubstantiellement contrôlé. Ce qui fait que tu ne peux pas échapper à cette dynamique-là. Encore dans la ville, tu peux être capté, contrôlé, surveillé, il peut y avoir des caméras de reconnaissance faciale, mais elles ne sont pas dans toutes les rues. Tu peux avoir un bonnet, tu peux avoir un masque, tu peux aller en pleine nature et n'avoir aucune caméra. Donc, dans le monde réel, tu as encore des actes qui peuvent ne pas être orpaillés, qui peuvent ne pas générer de traces. Sur le réseau, tous les actes génèrent une trace. Donc, c'est très compliqué de s'anonymiser, c'est très compliqué de trouver les moyens de ne pas laisser, justement, d'être furtif. Moi, c'est un peu mon Graal dans mon livre, c'est-à-dire de dire comment reconquérir une furtivité sur un monde extrêmement contrôlé comme le nôtre. Et si tu ne la retrouves pas, si tu n'es pas capable de la générer, ta liberté, ça reste quelque chose de putatif, quoi. Et le symbole, évidemment, c'est le drone, hein, le drone qui est partout. Très, très, très gros symbole, ouais. Le drone, c'est marrant parce qu'il y a toujours cette dimension, tu sais, un peu de l'aigle. C'est-à-dire que le drone est au-dessus de toi, te surplombe et peut donner la position de n'importe qui. On le voit dans les manifestations en France, notamment, le drone est devenu l'outil parfait pour gérer les mouvements de foule, de masse. Tu sais exactement où se situent les gens et tu as un contrôle de la situation qui est un vrai contrôle militaire. Et ça a été c'est un grand lieu commun de la science-fiction, mais pour le coup, celui-là, on l'a bien anticipé, il est exact puisque ça devient central. Ouais. Alors là, donc on vient d'évoquer évidemment la puissance technologique, idéologique des réseaux sociaux. Il y a évidemment cette gigantesque puissance financière dont vous avez parlé, jamais vue dans l'histoire humaine. Alors c'est un sujet de Marcel Mion et Steven Mossad, on se retrouve juste après. Ce sont de véritables mastodontes. Fin 2020, le chiffre d'affaires des GAFAM pesait plus de 1000 milliards de dollars. En détail, 182 milliards pour Google, Apple 294, Facebook 77, Amazon 386 et enfin 153 milliards pour Microsoft. Des chiffres qui crèvent année après année les plafonds. Celui d'Amazon, par exemple, a été multiplié par 4 en 5 ans. Face à ces Big Five, les BATX, les géants du numérique chinois, avec le A comme Alibaba, le champion de l'e-commerce. Un taux de croissance là aussi exceptionnel, supérieur même aux résultats de leurs concurrents américains. Plus impressionnant encore, la valeur boursière de ces mastodontes du numérique. 1682 milliards pour Microsoft, Apple 2256, 1634 pour Amazon, Google 1185 et Facebook 778. On parle donc bien en milliards de dollars. Ensemble, c'est 3 fois plus que le PIB de la France, la 7e puissance économique mondiale, et 5 fois celui de la Suisse. Jamais dans l'histoire, des entreprises n'avaient acquis une telle puissance et surtout de tels pouvoirs d'influence et de contrôle. Facebook et ses presque 2,8 milliards d'utilisateurs revendiqués, mais Google aussi sont aujourd'hui dans le collimateur des autorités. Aux États-Unis, la pression monte pour que Facebook se sépare d'Instagram et de WhatsApp. Sur le vieux continent, c'est Margrethe Vestager qui a mené la fronde pour que les géants du net paient leurs impôts là où ils réalisent leurs affaires. Monsieur le Président. On estime entre 50 et 70 milliards d'euros les impôts esquivés par les géants du net. Cette taxe, elle est simple, elle est ciblée, elle est efficace. La France, en 2019, a été le premier État européen à adopter une taxation du chiffre d'affaires des GAFAM à hauteur de 3%. Paris peut compter désormais sur l'appui de la nouvelle administration américaine qui se dit ouverte à une taxation internationale des géants du numérique.
Alain Damasio, 7500 milliards de capitalisation boursière, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je suis sidéré parce que je suis né à une époque, moi j'ai fait une école de commerce, donc j'étais... et à l'époque, le sommet des capitalisations boursières, c'était les pétrolières. C'était Shell, Total, etc. Et c'était les fabricants de voitures. Donc c'était l'industrie lourde. Et aujourd'hui, on voit que c'est ces GAFAM, donc c'est-à-dire que c'est l'économie immatérielle, ou en tout cas dématérialisée, mais qui consomme énormément d'électricité par ailleurs, qui est devenue en tête. Donc tu te dis, le nouvel or gris, et c'est vraiment la trace, justement, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est la trace qui est devenue la matière première qui permet de générer des profits absolument colossaux. Et ça, c'était absolument impossible à deviner, même pour un auteur de science-fiction, je trouve, il y a 30 ans. Donc c'est fascinant, moi je trouve que c'est fascinant parce que ça a été extrêmement vite en réalité. Hein. Ça a été extrêmement vite. Ouais. Alors c'est ce qu'on appelle finalement aussi le capitalisme de surveillance. Hein. C'est tout ce que génère cette surveillance. Comment on y résiste ? Alors la première chose, c'est essayer d'être capable d'être anonyme. C'est-à-dire il y a des logiciels qui permettent ça, qui permettent d'anonymiser la trace, qui permettent d'anonymiser ce que vous générez. Donc toute technique qui permet de se désidentifier sur le réseau est bonne. Et là, il faut utiliser des techniques parfois de hackers, mais parfois des logiciels qui sont grand public. Après, par exemple, utiliser Firefox plutôt qu'un logiciel comme Chrome ou Safari, le logiciel d'Apple, te permet déjà d'avoir des capacités à échapper un petit peu, en tout cas, au traçage. Après, il y a des techniques plus actives, j'ai envie de dire, de sabotage ou de brouillage, qui peuvent être celles des hackers. C'est-à-dire que tu pourrais, dans les lieux publics où tu as des captations, mettre en place des brouilleurs qui permettraient de ne pas avoir de connexion. Donc ça, j'utilise un peu dans les furtifs et tout ça. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut se dire, il y a un art de vivre avec la technologie qu'on n'a pas encore mis en place, qu'on ne sait pas encore activer aujourd'hui. On est les héritiers d'une génération entière, c'est-à-dire 25 ans, de vagues numériques, et il n'y a eu aucune éducation à ce numérique. Moi, je vois autour de moi, aucun parent que je connais n'est capable d'éduquer ses enfants à comment on utilise un réseau social, comment on utilise Internet, comment on évite de se faire bouffer, vampiriser son attention, parce que c'est une économie de l'attention dont l'or gris, effectivement, on l'a dit, c'est la trace, mais pour avoir une trace, il faut d'abord capter l'attention des gens sur le réseau, et tout est fondé sur cette sursollicitation pour nous arracher notre attention. Comment t'apprends à tes gamins, moi j'ai 2 filles de 10 et 13 ans, comment on leur apprend à échapper à cette vampirisation? Donc, tant qu'on n'a pas ça, ça va être très difficile. Et moi, je le dis, et même en France, on devrait avoir une matière dans l'éducation nationale qui serait éducation au numérique. Comme on a éducation à la citoyenneté, comme on a une matière qui s'appelle techno, mais qui est juste faite pour allumer un ordinateur. C'est comment on apprend aux gens à esquiver ça, comment on apprend aux gens à sortir de la logique de dépendance qui a été mise en place. C'est un gros boulot. Hein. Vous évoquiez le hacker. Bon, il y a une figure un peu romantique du hacker, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment avec les cyber-rançons, etc., c'est pas tout à fait ça quand même, les hackers. Ah non, mais les hackers, il y a toujours, comme on dit, black hat ou white hat, c'est un chapeau blanc, chapeau noir. Et les chapeaux noirs là, dominent en ce moment. On manque de chapeaux blancs. C'est-à-dire on manque de gens qui auraient la capacité à nous... justement, à nous anonymiser sur le réseau, ou en tout cas à apprendre aux gens à échapper au traçable. Donc ça, c'est... Oui, parce qu'il y a ce chiffre, les cyber-rançons, c'est 1300 milliards de dollars. C'est plus que toutes les mafias, hein. C'est ce qui rapporte le plus. Ouais. Non, mais c'est dingue. Mais ça veut dire qu'eux-mêmes ont prise sur directement. C'est-à-dire que c'est une autre forme du tracking, qui est un tracking mafieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le tracking gouvernemental, il y a le tracking des multinationales qui est là pour nous vendre. Alors les gouvernements essayent de nous vendre du vote, les multinationales nous vendent des produits ou des services, et puis tu as la mafia qui fait du chantage. Donc ça fait beaucoup, ouais. Alors finalement, ce parfum un peu libertaire des réseaux sociaux qui était là au début, est-ce que l'autorégulation, l'autocensure, finalement, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas venir avec des lois beaucoup plus rigides, comme ça commence à venir aux États-Unis? T'as l'impression, c'est-à-dire qu'on est parti, et c'est ça le problème, c'est que c'est vrai que c'est né aux États-Unis, c'est né sur cette logique libertarienne qui est très particulière, qui est différente de notre logique libertaire ou anarchiste qu'on peut avoir en Europe. C'est-à-dire que c'est une logique de liberté absolue, mais c'est la liberté aussi d'imposer aux autres ses propres valeurs ou sa propre recherche de profit. C'est une liberté absolument sans frein, le libertarisme. Et ce libertarisme, il est arrivé à quoi? Il est arrivé à ce qu'effectivement les GAFAM ont obtenu un monopole de l'exploitation de la trace et l'a imposé à absolument tous les internautes du monde entier. Donc leur liberté s'est imposée à nos libertés à nous, quoi. Ce qui fait que nous, on est dans la docilité et la dépendance, et eux, effectivement, ils sont dans une capitalisation sans frein. Donc du coup, dans ces cas-là, soit les États reprennent la capacité à effectivement restructurer Internet et redonner des règles, soit il va falloir qu'en contrepartie, des réseaux de hackers, des anarchistes, des pratiques, j'ai envie de dire, d'extrême gauche ou radicales se mettent en place pour contrebalancer cette espèce de néolibéralisme. C'est pas un néolibéralisme, c'est un ultralibéralisme sans frein qui s'est mis en place.
Donc c'est vrai que ça devient un champ de bataille. Moi, je trouve le web va redevenir un champ de bataille où là, il va falloir redéfinir des poches de liberté au milieu de tout ça, quoi. Donc est-ce que c'est un dark web, un red web? Est-ce qu'il va falloir créer un web parallèle? Je ne sais pas. Mais il y a des choses à faire. Ouais. Mais en même temps, si on revient à cette notion aussi de surveillance généralisée, on s'aperçoit que les gens, Covid oblige, mais c'était déjà le cas avant, ont besoin, ont envie d'être protégés, ce qui explique aussi le vote populiste, le complotisme, etc. Là, il y a quand même un paradoxe. Hein. Non, mais le grand paradoxe, c'est que tu as l'impression que l'envie réelle de liberté ou le désir de liberté est aujourd'hui inférieur aux besoins de sécurité. Moi, c'est ça qui me frappe. Alors, est-ce qu'on est une société vieillissante? J'en sais rien. Mais je trouve que le besoin de liberté, le besoin d'être cajolé, le besoin d'être contrôlé, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être protégé est beaucoup plus fort que cette espèce de pointe qui était très forte dans les années 70, j'ai l'impression, qui était un vrai désir de libération, d'émancipation, de liberté. La liberté, on continue à le jeter en l'air comme une espèce d'horizon ou d'objectif, mais en réalité, quand tu regardes la façon dont vivent les gens, ils ne cherchent pas la liberté, ils cherchent à se rassurer, quoi. Ils cherchent à gérer les incertitudes autour d'eux, ils cherchent à contrôler leur vie, à contrôler celle des autres, et j'ai plus l'impression que la liberté est la valeur première, quoi, pionnière de nos choix, quoi. C'est ça qui est un peu inquiétant, parce que c'est une perte de vitalité aussi pour moi d'avoir ça. Ouais. Ben, Alain Damasio, merci pour ces peut-être prophéties un peu sombres. Hein. On verra. En tout cas, je peux que renvoyer à vos livres hein, pour comprendre aussi le monde qui vient. Eh bien, merci beaucoup, Alain Damasio. Merci. Les GAFAM sont dans le collimateur du Congrès américain. L'an passé, la Chambre des représentants a voté un rapport en vue de leur démantèlement, mais la présidence Biden devrait être plus mesurée. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire américaine, depuis l'application du Sherman Act en 1890, qui a mis fin aux gigantesques trusts comme la Standard Oil. C'est notre séquence ce jour-là avec Anne Dolette. Exxon, la plus grande entreprise du monde, chiffre d'affaires 85 milliards de dollars, presque le produit national de la Suisse. Tout a commencé en 1870. John Rockefeller crée la Standard Oil. Il veut sa part du pactole qui vient d'être découvert en Pennsylvanie. C'est l'âge d'or du pétrole. Rockefeller obtient des chemins de fer des rabais secrets pour transporter son pétrole. Avant tout le monde, il a compris qu'on gagne plus d'argent en raffinant le pétrole qu'en le produisant. En 15 ans, Rockefeller élimine ses concurrents et bâtit un empire qui contrôle le 10e du pétrole américain. Sa puissance inquiète le gouvernement américain. En 1911, la Cour suprême oblige Rockefeller à démanteler son empire de 38 sociétés. Si nous refusons qu'un roi gouverne notre pays, nous ne pouvons accepter qu'un roi gouverne notre production, nos transports ou la vente de nos produits. Ces propos sont ceux de John Sherman, qui donnera son nom au Sherman Act, la loi antitrust votée par le Congrès le 2 juillet 1890. Pour le gouvernement américain, il s'agit de défendre la libre concurrence, d'empêcher qu'un groupe ne contrôle toute l'activité d'une branche. Avec cette loi, le droit de la concurrence moderne voit le jour, un droit toujours en vigueur aujourd'hui. La Standard Oil sera divisée en 4 majors, Mobil, Chevron, Esso et Exxon, qui voient grand. L'une de ces sociétés, qui deviendra Exxon, se lance à la conquête du pétrole au Moyen-Orient. Iran, Irak, Koweït, Qatar, Exxon est partout. Il lui faudra attendre 1949 pour s'installer en Arabie Saoudite que le roi Ibn Saoud a ouverte aux sociétés américaines. Le soleil ne se couche jamais sur l'empire d'Exxon. Revenons à aujourd'hui. On peut retrouver sur le site du FIFDH tous les débats, dont celui auquel a participé notre invité Alain Damasio. Le Club suisse de la presse s'est lui aussi penché sur le pouvoir exorbitant des GAFAM. Avec cette question, Twitter et Facebook font la loi, mais de quel droit? Olivier Tesquet, que nous avions reçu dans Géopolitis, vient de publier un nouveau livre consacré aux géants du numérique, État d'urgence technologique, aux éditions Premier Parallèle. Et enfin, on pourra s'intéresser aussi au pouvoir des GAFAM chinois, les BATX, avec cette émission de France Culture. Quand les BATX veulent nettoyer le cyberespace, ils ne veulent pas faire fermer les sites politiquement déplaisants qui fleurissent en France et en Chine, mais ils veulent faire en sorte que les Chinois ne puissent pas les voir.
pour que les communautés chinoises à Paris qui publient des choses qui pourraient donner des idées fâcheuses aux gens restés au pays ne puissent pas être visibles. Donc le but n'est pas, quand ils veulent nettoyer le cyberespace, de vous empêcher, vous, de voir les textes qui sont défavorables au gouvernement chinois. Leur but est d'empêcher que les citoyens chinois en Chine le voient. C'est Marcel Mion que vous retrouverez la semaine prochaine. Quant à moi, au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre fidélité exigeante que vous pourrez encore alimenter en allant sur notre site ou notre chaîne YouTube. Et pour les téléspectateurs francophones, TV5 Monde, notre partenaire, relaie sur tous ces réseaux. À bientôt.